Qui aurait cru que le monde pouvait s'arrêter de tourner en quelques heures seulement? Que le silence effacerait les bruits des chantiers, les plaidoiries des avocats, Le procès est ouvert, vous pouvez vous asseoir. les chants des stades et même les notes de musique. Le début du confinement, le début du virus, il y avait cette pression qui était là, cette peur, cette angoisse, entre guillemets, d'ennemis invisibles. This disease could kill you. If you're old, if you have underlying conditions, it's devastating. La priorité, c'est la santé de nos collaborateurs. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Comment les femmes et les hommes du groupe Bouygues ont-ils fait face à cette épidémie mondiale? Comment maintenant on va reprendre l'activité? Et on s'est dit, ce qu'il nous faut, c'est avant tout des équipements de protection individuelle. Donc il nous faut des masques et du gel. On a le sentiment de la vulnérabilité, donc ça veut dire qu'il faut ne jamais oublier de préparer l'avenir. C'est ma responsabilité, c'est ma mission, mais on a tous, chacun à son niveau, une responsabilité pour penser à l'avenir, le préparer, l'anticiper et l'affronter le mieux possible. Comment les équipes ont-elles cohabité avec cette menace invisible pour maintenir, coûte que coûte, les activités essentielles de l'économie? C'est notre mission. On n'a pas le choix. On y va. Tu es avec ton masque, tu es dans cette épidémie, et donc, que va-t-il se passer? Comment les collaborateurs ont-ils réinventé le quotidien de l'entreprise? Le confinement, c'est un accélérateur des nouvelles façons de travailler. On passe de l'état où on est vraiment passif dans une situation de crise à un état où on devient actif. Et ça modifie complètement la donne. Ce lundi 16 mars 2020, dans le 13e arrondissement de Paris, Sandra Ao va vivre une journée historique, à jamais gravée dans sa mémoire. À 31 ans, elle conduit alors son deuxième chantier de rénovation au sein de l'entreprise Bouygues Construction. Mais tout va s'arrêter en quelques heures. Le président devait parler le lundi soir et on a eu une note, je crois que c'était dans l'après-midi ou le soir même, pour pouvoir nous dire qu'on avait une journée pour pouvoir tout fermer et pouvoir après rentrer chez nous. Là, vous voyez, c'est un BIMA. Donc c'est l'équipement qui nous permet de pouvoir travailler en façade. C'est de la location qui est imputée sur le chantier. J'ai 5 grues, entre guillemets, qui sont là, qu'on doit payer, et qui dorment, qui ne sont pas utilisées. C'est du jamais vu. Non, j'ai jamais vécu ça, de fermer et de me dire, je sais pas quand est-ce qu'on reviendra. On verra bien, de ne pas pouvoir donner de réponse à tous ceux qui appellent pour dire quand est-ce qu'on reprend. Je sais pas. Moi, j'ai pas vécu une situation de guerre, mais vous n'avez pas le sentiment qu'un jour tout s'arrête. C'est un truc qui vous paraît pas réel, en fait. On nous avait annoncé que ça s'arrêtait pour 2 semaines, et nous, on avait imaginé dès le début que c'était au moins 6 semaines. Le lundi 16 mars, ça a été un choc brutal. Le discours du président de la République a été très solennel, très grave. Et donc, comme tout le monde, on a pris ça d'une manière assez violente, même très violente, avec de l'inquiétude pour les proches, pour soi-même, pour tous les gens qu'on aime, qu'on connaît. L'impact sur l'économie est incroyablement brutal, avec toute la désorganisation que ça suppose. Et donc, j'ai dit, l'affaire est sérieuse. Paradoxe de cette France confinée, quand certains salariés doivent rester à leur domicile, d'autres vont vivre une période cruciale où aucune erreur n'est permise. Au cockpit de Bouygues Télécom, Benoît Laclé et ses équipes ont vu les fréquences de télécommunications s'emballer avec le confinement du pays. Sans ces réseaux, des familles, des entreprises seraient définitivement coupées du monde. Pile à 16h04, on a perdu un PSS. Et c'est quoi, c'est DCQ, c'est que de la DCQ ou c'est une perte franche? On a perdu la boucle du Havre
Vas-y, attends, si tu veux, je vais voir. En fait, ce qui se passe là, on a un équipement central de notre réseau qui ne répond plus. On n'arrive plus à se connecter dessus et qui prend plus la charge de trafic. Attention, là, il y a 10 000 personnes qui n'ont plus de fixe, qui n'ont plus de télévision, qui ne peuvent plus travailler dans ces périodes. Potentiellement des entreprises, potentiellement des hôpitaux, des cliniques. Donc oui, ouais. Cette période-là, elle rajoute une petite pression en plus où on se dit, faut se dépêcher. Quand le réseau ne répond plus, en coulisses, Mathieu Foucault est en première ligne. Il est l'un des techniciens qui a affronté pendant les 55 jours de confinement ce virus invisible. On a une perte d'un équipement, donc il faut essayer de réparer au plus vite. Vu la période, on préfère prévoir la pièce, venir une seule fois. On prend une seule fois les ascenseurs. Au fil des semaines, ce père de 2 petites filles a appris à se méfier du virus sur les poignées de porte, dans les cages d'ascenseurs, dans les moindres recoins. Concrètement, quand on écoutait les informations, c'était la catastrophe dehors, c'était la guerre. Donc c'est vrai que nous, les seules choses qui nous faisaient penser qu'il fallait sortir, c'était ça allait aider quelques personnes. Après, ça ne va pas les aider sur l'instant T, mais on sait qu'il y a les enfants à côté, on sait qu'il y a le télétravail. Voilà, après, si ça peut aider une seule personne, c'est ce qu'il faut retenir. On ne savait pas trop au début, parce que c'était extrêmement grave, pas grave et tout, etc. Il y avait ce genre de questions qui émanaient de tous les collaborateurs. Est-ce que c'est vraiment utile d'être ici ? Au final, donc, on s'est dit que ça valait le coup quand même, qu'on était important dans le réseau, que justement on pouvait apporter quelque chose à tous nos clients pendant cette période. Avoir peur de tomber malade, avoir peur aussi de transmettre le virus sans déroger à sa mission. Il était 17h14 cet après-midi lorsque l'Organisation mondiale de la santé a évoqué pour la toute première fois une crise sanitaire mondiale majeure de notre époque. La rédaction de TF1 a toujours accompagné les moments historiques des Français, mais les équipes n'avaient jamais côtoyé d'aussi près la menace. Cette journée un peu spéciale et un peu particulière évidemment, avec une prise de parole du Premier ministre et des ministres qui l'accompagneront, vous avez vu à 17h, donc voilà. D'ailleurs, on assure l'antenne ce soir, attention, c'est important d'agir comme ça parce qu'on aura un temps évidemment court entre la fin des annonces et le début du journal. Quand on envoie des équipes, quand on couvre par exemple une crise, une guerre, un conflit, on se projette et puis quand on revient chez soi, c'est terminé. Là, on traitait comme journaliste, observateur, professionnel, et quand on rentrait chez nous, on était rattrapé par la vie des Français tous les jours. Donc on avait les mêmes inquiétudes pour nos enfants, pour nos proches. Et puis, pendant quelques heures au siège de TF1, on refaisait notre métier de journaliste avec cette nécessaire distanciation, parce que sociale, mais éditoriale, par rapport à une situation. Donc cette espèce de schizophrénie, presque, que nous avons dû gérer, elle est pour moi totalement nouvelle. Nous serons en direct à Paris avec François-Xavier Ménage. Les règles, elles sont multiples. D'abord, on a toujours mis une petite Charlotte sur le micro, qu'on change plusieurs fois par jour pour les éventuels postillons. Cette perche, elle nous permet d'avoir une distance d'au moins 1 mètre avec notre interlocuteur. J'ai parfois eu peur de potentiellement pouvoir contaminer sans le savoir des interlocuteurs, notamment des personnes âgées au tout début, parce qu'on rentrait dans l'intimité de ces personnes. On prenait 1000 précautions, on restait très peu de temps, on touchait rien, même la tasse de café qui nous était offerte. J'ai pris des photos sur mon appareil pour faire un album dans 1 an ou 2. Des photos des salles de montage, des photos du plateau du journal, non pas sur moi, mais tout ce qu'on ne voit pas. Et je me suis dit, mais c'est fou là, parce que t'es pas en train de parler d'un événement lointain qui n'arrive qu'aux autres, quoi. Eux, c'est toi c'est eux. C'est-à-dire que je me suis dit, t'es avec ton masque, t'es dans cette épidémie. Mon copain qui est l'opérateur image, qui est masqué. Ma fidèle prompteuse depuis 10 ans, qui est masquée, mon assistant. Waouh, en régie. Malgré tout, ce qu'on fait,
est bien et ce qu'on fait est utile. Moi, j'ai pas besoin d'en être convaincu. Mais la petite musique, y compris dans la génération de mes enfants, qui disent oh, les journaux télévisés, la presse écrite, la radio, c'est tellement old school ça, on s'en fout, on peut vivre sans. On peut pas vivre sans. C'est pas possible d'être uniquement stimulé par les réseaux sociaux, le tweet de un tel, c'est pas possible. Face à l'épidémie, des équipes habituellement très discrètes ont dû s'engager sur la ligne de front. Bon, rien de spécial cette nuit? Non? L'été? Froid et remis en chercher. Ouais. Bon, bah c'est bien. Au CHU de Caen-Normandie, les équipes de Xavier Charrier, habituellement chargées de la maintenance, ont dû redoubler de vigilance pendant cette crise. On sentait une atmosphère différente. Les soignants, comme nous, ils étaient sous pression. La vague arrivait, ils étaient au front. Et avoir en face de soi le premier patient Covid, c'est quand même une inquiétude, une source d'inquiétude. Même s'ils sont habitués à soigner, même si les microbes, ils les côtoient tous les jours. Le rôle principal de l'équipe, ça a été de permettre aux soignants de se consacrer aux soins. C'est-à-dire principalement de faire en sorte que tout ce qui était l'aspect matériel, tous les aspects matériels, ils en soient déchargés. Donc vérifier que les appels malades fonctionnent, vérifier que les portes fonctionnent, sécuriser les locaux pour ne pas qu'ils se fassent voler leur gel, leur masque. Certains détails peuvent faire la différence. Et une mission notamment, transformer le système de ventilation pour que le virus ne mette pas en danger le personnel de l'hôpital. Et en fait, le fait de souffler dans la pièce, plus d'air que l'on en aspire, fait que le courant d'air va naturellement vers l'extérieur. Et on n'était pas sûr de pouvoir y arriver. Donc on a dit au docteur, on fait un test, parce qu'on a senti que ça vous rassurerait, ça rassurerait votre personnel. Ah ouais. Et puis du coup, on a fait un test. Le test a été concluant. Donc on est passé à l'échelle de la moitié du service, en fait. Effectivement, nous, on ne peut pas faire correctement notre travail si on n'a pas tous ces gens autour de nous. Enfin, tout le personnel qui travaille dans un hôpital est un maillon essentiel du soin, de la chaîne de soins. Je suis évidemment très fier de voir que les collaborateurs, grâce à leur qualité personnelle, l'importance de la conscience qu'ils ont de leur mission, ont réagi positivement. Et bien, tous ces gens-là ont fait un boulot formidable. Ça fera partie de la mémoire de l'entreprise, de se souvenir que dans les cas difficiles, il y a un bon nombre de collaborateurs qui acceptent d'aller au feu, si je puis dire. Aude Chapuis avoue avoir traversé l'épreuve de sa vie au plus fort de l'épidémie de Covid-19. À Versailles, la directrice des Jardins d'Arcadie, société commune entre Bouygues Immobilier et Acapace, a dû tout simplement redonner goût à la vie aux 91 locataires de cette résidence adaptée aux seniors et lutter contre un destin que certains jugeaient déjà implacable. Les résidents nous disaient « Moi, j'ai 95 ans, c'est pas maintenant qu'on va m'enlever ma liberté. De toute façon, si il est arrivé le moment pour moi de quitter cette terre, d'accord, je l'accepte. » Donc voilà, pendant 15 jours, il a fallu beaucoup discuter. Ils ont compris qu'on avait peur. Monsieur Le Cerf, comment ça va? Madame la Présidente. Tout va bien? Tout va bien. Est-ce que vous nous permettez d'entrer un peu dans... Rentrer à la maison et d'avoir la famille qui a peur et qui l'exprime et qui vous dit le matin, maman, chérie, tu fais bien attention à toi, hein, mais c'est notre mission. On n'a pas le choix. On y va, il va falloir que vous l'acceptiez. Who's responsible for your safety out here? We are. That's right. It's not anybody else, it's on you. Take care of yourself out here, okay? Is there anything out here worth losing your life or getting hurt over? Absolutely not. We do not take shortcuts. We treat everyone like family. We watch each other like family. Okay? Au plus fort de l'épidémie, quelques bonnes nouvelles laissent entrevoir une éclaircie. Il est 4h30 du matin
à l'aéroport de Los Angeles aux États-Unis. Alors que plus de 115 000 personnes ont déjà trouvé la mort, des compagnons du groupe Colas ont tenu à mener à bien leur chantier. So we work 20 hours a day, 2 10-hour shifts, 6 days a week. We started construction in February of 2020, and the pandemic hit mid-March of 2020 and came pretty quick. And so it was definitely an adjustment period. Avant même les autorités locales, dès le mois de février, les équipes ont appliqué scrupuleusement les consignes de sécurité sanitaire. The mask was very difficult for the first couple of days to get used to until everyone realized what was at stake. And it was our families and our loved ones and how it spread. It became second nature and everyone bought in right away. Même le temps d'une pause déjeuner, plus personne ne veut abandonner cette protection. How's it going, guys? Good. You guys taking care of us pretty good with the mask, and all the stuff we got to. They help us a lot. I really take it off. The other night I slept in it. Yeah. No sé si el que antes estuvo aquí antes de mí tiene algún problema, no sé. Entonces mejor lo hago yo y así me siento más seguro ya al sentarme y agarrar las cosas. We realized it was serious when we were told that we could be shut down. Our industry could be shut down. So many other families, so many other workers around the country lost their jobs, and we were lucky that we were deemed essential. And the only way to keep working was to take it serious, because if somebody in our crew, in our company got sick, there's a chance 100 guys out here, we're going to lose the ability to bring home a paycheck. Je vais vous dire, quand on est agressé, que ce soit par des ennemis militaires ou par des virus, on doit se battre. Et c'est ça la vraie fonction. L'homme, il est fait pour se battre, pour réagir, pour se défendre et pour mettre en place des moyens pour survivre et vaincre. Eh bien, c'est ça notre travail. Il y a 18 ans, une épidémie appelée SRAS va provoquer la mort de centaines de personnes à Hong Kong. Pour le reste du monde, l'événement est vite devenu un mauvais souvenir. Mais dans la cité asiatique, on a retenu la leçon. Les équipes du groupe Bouygues disposent désormais d'un état-major et d'un manager anti-Covid-19 chargés tout spécialement de la lutte contre le virus. We had a great concern when we heard from the news that there were confirmed cases in Wuhan city of China in early January. Because of the high traveling mobility over Chinese New Year holiday, there were 2 important cases of the COVID-19 in Hong Kong on 22nd January. Immediately, our safety director evaluated the stock of face masks, and the crisis management team was also activated to closely follow the news of the COVID-19. The second action taken was we checked all staff if they traveled to China during the holiday. If yes, they will request to stay home for 14 days. 小李啊，嗱，如果頸渴就飲水啦嚇。如果發覺有啲咩唔妥就唞一唞，但係個口罩咧就唔好除。係有嘅，因為咧我哋曾經試過03年嗰個沙士之後咧，咁大家對嗰個疫情咧都已經係有一啲認知，所以今次咧再有呢個肺炎嘅時候，咁佢哋嗰個安全衞生意識真係完全比較好咗好多嘅。Grâce à ces mesures, et alors même que l'épidémie frappe toujours les villes asiatiques, aucun malade n'a été détecté sur le chantier depuis le 20 février. And we have to repeatedly remind the importance of the precautionary spirit, as the COVID-19 is highly contagious. Again, we must have self-discipline ourselves. En France et partout dans le monde, le groupe s'est engagé sur tous les fronts logistiques pour obtenir les équipements nécessaires et assurer la sécurité de plus de 130 000 collaborateurs. Merci beaucoup, bonne journée. Avec l'expérience de Hong Kong, nous avions compris qu'à Hong Kong, ce qui avait permis le redémarrage, c'était de redonner confiance
aux collaborateurs en assurant un maximum de protection. Comme Bouygues Construction a une implantation très ancienne en Asie, on s'est dit il faut qu'avec les acheteurs qu'on a là-bas, on aille voir si on peut se trouver des masques. On a la chance au sein de Bouygues d'avoir une centrale d'achat qui est positionnée à Shanghai depuis pratiquement 10 ans. Le calcul que l'on faisait à cette époque, c'est qu'il nous fallait un nombre de masques extrêmement important chaque semaine, puisqu'on consommait pratiquement 2 à 3 millions de masques par semaine. On en a offert 1 million au gouvernement français, on en a offert 1 million au gouvernement ivoirien, puisque la Côte d'Ivoire est un vieux partenaire de Bouygues historique depuis toujours. Et puis on a approvisionné pour nous, pour préparer la reprise. À ce jour, le groupe Bouygues a acheminé combien de masques ? 45 millions. Mais Bouygues Construction comme Colas, comme tous les métiers du groupe, on est dans des écosystèmes complexes. Dire on s'arrête, c'est pas 25 collaborateurs de Bouygues qui s'arrêtent, c'est 25 collaborateurs de Bouygues qui s'arrêtent, plus les sous-traitants, les fournisseurs, enfin un système compliqué. Et à arrêter, c'est assez simple. À redémarrer, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que toute la chaîne, tout l'écosystème se remette en route, réapprovisionne, redémarre, etc. Et donc, on avait aussi beaucoup de fournisseurs et de sous-traitants qui n'avaient pas les moyens de protection. Et donc, on les a aidés, on leur a fourni éventuellement, pour un grand nombre d'entre eux, pour faciliter le redémarrage. Et on était, je crois, un des premiers grands groupes à redémarrer. Et je crois que tout le mérite en revient à Olivier Roussat et aux patrons de métier qui se sont donné beaucoup de mal pour préparer tout ça. Sur le terrain, les compagnons ont multiplié les initiatives pour qu'aucun détail ne soit oublié. La zone d'accueil avec les 4 stations pour l'auto-évaluation, prise de température, nettoyage et distribution des masques. Le chantier du Grand Paris Express a été le premier à reprendre en Île-de-France dès le 20 avril. Au niveau de l'ascenseur, comme c'est des boutons qui sont touchés par tout le monde, on a mis en place un système de distribution de papier. Comme la distance est relativement faible, on demande aux collaborateurs de faire la descente ou la montée dos à dos de façon à mieux sécuriser l'opération. Je vois que certaines industries ont énormément de mal à reprendre pied dans la vie de tous les jours, avec une crainte de sortir, une crainte de relancer de l'activité. Pour nous, ça a été assez naturel. Notre vie, c'est fait de renouvellement à chaque chantier. Et on repart de zéro et on recrée quelque chose. Partout, les équipes ont dû apprendre à cohabiter avec ce nouvel environnement, comme ici, sur le chantier d'élargissement de l'autoroute A10, mené par Bouygues Construction et Colas. On a remis en route cet échelon le 22 avril dernier. C'est vraiment le premier échelon qu'on a remis en route. Ça nous permettait un petit peu de nous tester notre capacité à respecter toutes les consignes qu'on avait prévu de mettre en place. Là, on a limité à 16 personnes, alors qu'on est quasiment plus du double en conditions normales. Le réfectoire et les douches, c'est vraiment l'endroit où on n'a plus notre protection de type masque. Il faut qu'on soit extrêmement rigoureux sur la gestion de ces espaces-là, parce que c'est là qu'on peut avoir le plus de problèmes. On a neutralisé une partie pour toujours avoir un minimum 1 mètre d'écart entre ceux qui manquent. Donc vous voyez la capacité du coup réduite que ça génère. Et le fait de manger comme ça à 1,50 m, 2 mètres, je pense que ça change quand même quelque chose. Je ne suis pas sûr que les gens s'habituent facilement à ce genre de choses. Comme les machines à café, tout ça, c'était un lieu convivial où on discutait des problèmes éventuellement. Il n'y a plus, pour l'instant il n'y a plus. Au sein du groupe Bouygues, une partie du déconfinement s'est jouée ici, à Noyon dans l'Oise, l'un des départements français les plus touchés par l'épidémie. Dans cette usine Aximum, filiale de signalisation routière de Colas. Au cœur de l'épidémie, le directeur général Benoît Castex va lancer avec ses équipes une petite révolution dans cette usine habituée à produire des peintures. Fabriquer du gel hydroalcoolique alors même que toute l'économie française en manque. Et donc on travaillait sur nos scénarios de reprise. Voilà. Comment, on s'est arrêté le 17 mars, comment maintenant on va reprendre l'activité.
Et on s'est dit, ce qu'il nous faut, c'est avant tout des équipements de protection individuelle pour pouvoir reprendre l'activité. Donc il nous faut des masques et du gel. Donc là, en petit groupe, on s'est dit, mais du gel, c'est fait avec quoi? C'est fait avec de l'éthanol. L'éthanol, on en a 7 tonnes dans la cuve. On doit pouvoir se débrouiller tout seul là-dessus, quoi. Donc c'est vraiment ça la jeunesse du projet. Tous ces petits pots que vous voyez là, c'est les formulations que Romain et son équipe ont mis en place. Donc il y a eu une vingtaine, je crois, de formulations. L'usine a dû reconvertir une partie de sa chaîne de production. C'est un poste sur lequel habituellement on fabrique des peintures à l'eau couleur et qu'on a aménagé récemment là, pour la fabrication du gel hydroalcoolique. Vous avez Oder qui est là à la tête de conditionnement, qui est un renfort qui vient d'une filiale qui s'appelle GES. Ouais, le débit, il est beaucoup moins. Le mot sécurité, il me parle. Étant chef de chantier, étant garant de la sécurité de mes collègues et de la mienne sur mes chantiers, ça m'a paru important de venir contribuer à l'effort national. Il y a une fierté en nous qui dit on est là, c'est nous qui l'avons fait, on aide des gens. Toutes les premières dotations sont parties sur Colas. Et là, maintenant, on a commencé à ouvrir le business et puis à fournir nos clients traditionnels qui sont des sociétés privées et publiques d'application de peinture. Depuis, la nouvelle s'est répandue dans toute la région et des associations ont fait appel à l'usine pour obtenir gratuitement ce gel hydroalcoolique. Alors, il est destiné aux femmes qui sont victimes de violences conjugales et intrafamiliales, dans un premier temps, et pour tous les bénéficiaires de l'association Emmaüs et Aurore. Allez, vous ouvrez le coffre et on y va. C'est pas la seule donation que vous avez faite ces dernières semaines. On en a également fait une à la Croix-Rouge des Yvelines. Combien de litres 200 litres, ouais. Formidable. Ça prouve qu'on a de la créativité, de la réactivité. Ça prouve une chose, c'est que de temps en temps, quand on sort un peu de la bureaucratie, on fait aussi beaucoup de choses. Certaines missions ont revêtu pendant l'épidémie une dimension très particulière. Au CHU de Caen-Normandie, Christopher est habituellement chargé de remplacer les filtres d'aération. Mais à cause du Covid-19, ces filtres sont suspectés de contenir des milliers de particules dangereuses dont la durée de vie est à ce jour toujours incertaine. Christopher doit désormais revêtir une tenue spéciale. C'est une maintenance préventive de la centrale de traitement d'air. Donc là, j'ouvre tous les caissons. Voilà, visuellement, les filtres sont quand même encrassés. Donc on est bon pour les remplacer. Les attaches sont différentes, mais c'est assez pratique, malgré tout. Il fait près de 50 degrés à l'intérieur de la combinaison. Mieux vaut plus de sécurité que pas assez. Même si je dois fondre et perdre 2-3 kilos, mais voilà. À un moment donné, si tout le monde dit non, le bâtiment, c'est pas que je me sens indispensable, mais on se sent indispensable, mais il peut se passer n'importe quoi à n'importe quelle heure. C'est toujours bien préférable qu'on soit là pour intervenir dans les plus brefs délais. Est-ce que vous pouvez me rejoindre dans le TGBT 1.1, s'il vous plaît? Derrière la technique, on a toujours de l'humain, en fait. Et on sait que nos actions peuvent très vite avoir des conséquences graves ou importantes. Dans une usine, on va perdre la production de lait. Nous, s'il y a un loupé, on va perdre une vie humaine. Le risque, il est là. Enfin, c'est pas les mêmes enjeux, mais ça fait partie de notre métier. Pour assurer la sécurité des collaborateurs, des milliers d'entre eux sont restés à leur domicile pendant toute la crise. À la Tour TF1 ce jeudi matin, on tente de solutionner un casse-tête. Oui, ça fait 10. 10 de plus par rapport à aujourd'hui, ouais, soit 22 personnes sur site. Ouais. Comment organiser le retour des équipes tout en maintenant des distances de sécurité? Est-ce que c'est utile de faire revenir tout le monde? Ou est-ce que tu veux dire 3 stand-by à la maison, 3 stand-by sur site? On peut faire comme ça. C'est l'une des images de ce confinement. Des bureaux vides à tous les étages.
plus de la moitié des effectifs placés en télétravail pour ne pas les exposer au virus. Certains avaient l'habitude de faire un jour de télétravail, par-ci, par-là. Ils sont partis du jour au lendemain et je ne les ai pas revus depuis 2 mois et demi, à part en visio. Pour limiter toute contamination, certaines rencontres sont désormais interdites. Alors là, je m'arrête là, parce que à partir de cette porte-là, on rentre dans ce qu'on appelle les zones de fabrication. C'est les salles de montage, c'est les salles où le présentateur finit d'écrire son journal, et puis c'est l'entrée dans la régie. Et pourquoi je m'arrête là? C'est que la priorité des priorités depuis le début de la crise, c'est de minimiser les contacts entre les collaborateurs. Pour être tout à fait honnête, dès les premiers jours de la crise, je me suis dit, le jour où on a un collaborateur qui est malade, mais malade au point qu'on puisse le retrouver dans un service de réanimation, comme on trouvait beaucoup de malades, et qu'on racontait ça tous les jours dans nos journaux, le jour où on a un malade, je pense que l'ambiance de travail, la façon dont on va pouvoir continuer, l'énergie qu'on va pouvoir y mettre, elle sera plus la même. Elle sera fragilisée. Et heureusement, on n'a pas eu ce cas-là. Est-ce que vous avez reconnu cette musique? Des programmes ont dû bouleverser leurs habitudes pour continuer d'émettre. Quand je lui ai dit que j'étais en train de jouer à Qui veut gagner des millions, il ne m'a pas cru. Chez TF1, l'histoire retiendra que pour la première fois, Jean-Pierre Pernaut a présenté une partie de son journal de 13 heures depuis son domicile. C'est l'heure de notre page avec Jean-Pierre Pernaut, 13 heures avec vous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jacques, bonjour Dominique. TF1 a préféré me mettre à l'abri pour respecter le confinement avec les petits problèmes de santé que j'ai eus il y a quelques mois. Mais on a installé un petit studio automatique chez moi. Comment ça va? À Versailles, à la résidence des Jardins d'Arcadie, là aussi le personnel a tenu bon. Messieurs, dames, si vous saviez comme je suis ravie d'être aujourd'hui. Après 80 jours de confinement, quelques résidents peuvent à nouveau profiter ensemble d'une animation. Alors en tout cas, on va commencer avec le premier indice. Au début de la crise, la plupart des résidents avaient accueilli avec tristesse ces mesures de confinement. Aujourd'hui, les sourires, la joie, font peu à peu leur retour. À ce jour, aucun locataire n'a été victime de la Covid-19. Madame Chaput, elle est là, elle donne un coup, et sur les carreaux, et sur les poignets, et sur tout, quoi. Donc ça, c'est vrai, c'est rassurant. On se dit, au moins, c'est propre, il y a quelqu'un qui fait attention. Ah mais vraiment, l'équipe, elle a été formidable. Hein. Que faut-il retenir de cette période inédite et historique? Peut-on revenir comme avant, comme si de rien n'était? Il faut maintenant qu'on intègre l'idée que ça peut recommencer, celle-là ou une autre. Et donc, ça veut dire qu'il faut que nous, on soit préparés à ça. Et pour se préparer à ça, il faut y avoir réfléchi, se dire que la manière dont on a agi la première fois, il y avait des choses formidables, des choses moins bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses? Nous avions quitté Sandra Ao 1 mois auparavant. Son chantier était alors fermé à cause du confinement. À l'heure du retour ce lundi matin, les équipes sont bien décidées à rattraper le retard. Il y a d'autres chantiers qui n'ont pas encore ouvert, toujours pas. Donc du coup, ils avaient aussi des équipes à recaser, donc une aubaine pour nous, parce qu'on a pu doubler quelques effectifs. Mais globalement, tout le monde est content de reprendre. Oui, ok, cool. On a quand même une entreprise qui, pour le moment, n'a pas encore repris, parce que les collaborateurs ont peur. Et donc du coup, ils n'ont que très peu de monde à dispo, donc ça peut être problématique. C'est toujours un peu la panique quand il faut reprendre et quand on voit qu'on n'a pas fait grand-chose pendant 2 mois. On va aller juste là. C'est plutôt pas mal de réentendre un peu tout le monde s'activer autour. Quelque chose a bel et bien changé dans l'esprit des compagnons, comme une menace invisible, encore présente, qui oblige à redoubler de vigilance. Là, ce qu'il faut surtout éviter, c'est de devoir s'arrêter à nouveau.
comment est-ce que nous, on va pouvoir travailler avec le virus sans avoir peur d'aller travailler et sans être complètement vulnérable. La particularité de notre métier, c'est de travailler en site occupé, donc faire des interventions et des travaux chez les gens pendant qu'ils y vivent. Et donc là, maintenant, avec toutes les mesures aussi à respecter, c'est de savoir comment on va intervenir chez eux, comment on va pouvoir rentrer chez eux en étant aussi bien nous en sécurité que eux. Vous n'en verrez pas un seul qui n'est pas sous masque ou c'est vraiment rentré assez rapidement. Dès qu'il y en a un qui est un peu plus volubile, qui est un peu moins dans le coup, on le remet, on lui fait la remarque directe. Ouais. Je vous dis, moi, en 35 ans, je n'ai jamais été arrêté aussi longtemps. On était tous contents de se retrouver. Ouais. Parmi les valeurs des compagnons du Minorange, ils ont des capacités de formation, de s'intéresser aux autres, etc. Et aussi une responsabilité importante dans le domaine de la sécurité. Ils doivent être exemplaires en matière de sécurité et aussi le faire savoir et valoir auprès des autres. Poussés par cette crise inédite, certaines équipes ont dû revoir en profondeur leurs habitudes de travail, leur process de création et d'organisation. Comme à Noyon, à l'usine de fabrication de peinture Aximum. Habituellement, il faut plusieurs mois pour développer un nouveau produit, mais cette fois, pour produire le gel hydroalcoolique en pleine épidémie, tout a été réalisé en 15 jours. On s'est aperçu qu'on pouvait développer un produit très rapidement et on pouvait mobiliser toutes nos énergies pour arriver à faire quelque chose qui tient la route. On passe de l'état où on est vraiment passif dans une situation de crise à un état où on devient actif. Et ça modifie complètement la donne. Je pense qu'on a libéré beaucoup de freins, en fait. Le maître mot de ce que l'on voit au travers de ce que l'on a fait pendant cette période, c'est d'être en permanence capable de s'adapter rapidement. Tous les métiers ont travaillé ensemble. Les masques de TF1, ils ont été fournis soit par Bouygues Construction, soit par Bouygues Télécom. Travailler ensemble, on a même eu un des fournisseurs de Bouygues Télécom qui a sourcé des masques particuliers pour les équipes de TF1 dans un délai assez court. Donc, globalement, c'est savoir s'adapter. S'adapter notamment pour maintenir tout au long de la crise, à distance, la relation avec les clients. Moi, j'ai un problème. On avait la date de livraison prévisionnelle, c'est fin mai. Il devrait quitter les logements à partir du 1er juillet. D'accord. Chez Bouygues Immobilier, la plateforme téléphonique a fait face pendant l'épidémie à des situations inédites. Je me rappelle d'une cliente qui sa propriétaire l'a mis dehors, quoi. Et donc il fallait bien qu'on puisse faire quelque chose pour elle. On ne pouvait pas la laisser comme ça, donc on a fait des exceptions. En fait, il nous avait dit qu'il revenait vers nous fin mai pour un nouveau calendrier de livraison. Je vais faire le nécessaire afin qu'on puisse vous renseigner plus sur la date de livraison. Certains acheteurs auraient dû recevoir les clés de leur nouvel appartement dès le 17 mars, mais tout s'est arrêté subitement. C'est pour ça qu'à partir du 16 mars, nous, notre obsession, c'était de communiquer avec le client, de garder le lien et de lui expliquer autant qu'on pouvait lui expliquer, parce qu'on avait, comme toutes les entreprises, on n'avait absolument aucune possibilité de lui dire on fera ça en mai, en juin, en mars, en avril, on ne savait pas. On va être accompagné d'un peintre, donc si vous voyez la moindre des choses, il faut le dire aujourd'hui. D'accord? Donc on va faire, je vous laisse faire un petit tour et après on fait pièce par pièce. Ça marche? Bonjour Sébastien, bonjour Didier. On est maintenant sur le 3e jour de reprise. Partout, les collaborateurs ont dû se réinventer. Madame, bonjour, bienvenue chez Bouygues Télécom. Je vous laisse rentrer, madame. Je vous laisse vous installer juste ici. Alors vous verrez, en fait, on a tout un marquage au sol qui vous permet de voir à peu près les distances. Je vais vous demander, si vous voulez bien, me présenter vos mains. Je vais vous remettre un peu de gel. Vous avez donc 1, 2 et 3 clés de logement. La 3e, comme ils sont encore dedans, ils ont dû la conserver. On va la récupérer après. Voilà. Donc là, vous avez tous les papiers, toutes les clés. Tous ont adopté de nouvelles pratiques pour que l'économie puisse redémarrer. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des galets à remettre ou du matériel éventuellement à déposer? Venez, je vous laisse le déposer juste ici. Il n'y a pas d'autre formalité. Voilà. C'est vraiment une adaptation.
Pour nous, c'est compliqué parce qu'on a besoin d'être en proximité avec les clients. C'est le fait même de notre métier de pouvoir dialoguer. Et là, il faut s'habituer à être un peu inexpressif parce que déjà, on ne voit même pas sourire ou difficilement. Et puis, on se rend compte qu'il faut un peu amplifier finalement les gestes pour que les gens... on est dans quelque chose d'un peu nouveau. C'est un temps d'adaptation, réellement. Je pense qu'il va falloir encore quelques jours pour s'y faire. Et puis ensuite, ce sera une habitude. Pendant toute l'épidémie, une pratique a pris une ampleur inédite dans les sociétés du groupe, le télétravail. Donc aujourd'hui, pour ceux qui sont en activité, 80% des collaborateurs sont en travail à domicile et 20% sont sur site, avec les mêmes applicatifs, dans la même configuration pour répondre aux demandes de nos clients. C'est OK pour tout le monde ? À Tours, au centre de relations clients Bouygues Télécom, le télétravail a transformé l'organisation du travail entre les managers et leurs équipes. J'ai mis le brief sur 30 minutes parce que j'ai pas mal d'infos à vous donner au-delà de la diff de la semaine prochaine. Peut-on là encore imaginer revenir en arrière comme si rien ne s'était passé ? Pour mon équipe, c'est 100% de télétravail jusqu'à fin mai, sauf mes 3 collaborateurs qui ne peuvent pas techniquement faire de télétravail et donc qui sont sur site depuis le début. On a vraiment la confirmation qu'on a des collaborateurs de confiance, rigoureux, et qui ont réussi, à passer le cap et à s'adapter à leur nouveau mode de travail pour assumer effectivement et la prise en charge et la qualité et surtout pouvoir continuer à répondre à nos clients. Attendez, tout dernier. Tout va bien par chez vous ? Si on m'avait dit un jour 60 à 70% des infographistes travaillent de chez eux quasiment dans les mêmes conditions que s'ils étaient ici, je vous aurais dit non, c'est pas possible. Or, la direction technique de TF1 a réussi la prouesse d'installer des moyens techniques qui permettent, avec un petit délai malgré tout supplémentaire dans la fabrication, mais qui permettent de faire ce qu'on fait dans les journaux. Beaucoup de nos collaborateurs ont appris finalement à pouvoir alterner des périodes chez eux et des périodes au boulot. Et c'est très bien ainsi, parce que ça donne à la fois un espace agréable, et puis aussi, je pense qu'il y a une forme de reconquête très intéressante, très stimulante pour nous les managers, d'autonomie. Le contrôle, c'est bien, et sans doute il en faut, mais la confiance, c'est encore mieux. Le confinement, c'est un accélérateur des nouvelles façons de travailler. Avant le Covid, 23% des entreprises pratiquaient le télétravail. Post-Covid, 66% des entreprises disent vouloir généraliser le télétravail. Le bureau, il va devoir permettre un nouvel équilibre dans ce triptyque. Siège, maison, coworking. Et puis cette flexibilité, il va falloir en effet l'appliquer à l'espace, l'appliquer aux méthodes managériales, parce que comment on manage à distance. C'est un outil formidable qu'on va développer. On a tous appris à le découvrir en quelque sorte. Et on va continuer à l'utiliser, mais en sachant que ça a des limites. Il ne faut pas que ça soit une rupture du lien social. Parce que le travail, ça doit être aussi un élément de socialisation, un élément de vie. Voilà, donc je pense que le télétravail, on va l'exploiter, on va continuer à l'exploiter, mais ça doit être dans des quantités limitées et en sachant que le lien social est absolument indispensable. Absolument indispensable. Chez Wojo, filiale de Bouygues Immobilier et accord dédié au coworking, un signe annonce déjà les prochaines mutations. Et on a vu la puissance du fait de travailler ailleurs. Et dans le même temps, on a vu la limite de travailler à la maison. Des dizaines d'entreprises, intéressées par un environnement de travail plus adapté aux crises de demain, ont contacté la plateforme à la recherche de bureaux plus modulables, plus flexibles, plus proches du domicile. On peut avoir nos espaces pour 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Et puis jouer aussi sur le nombre de personnes. C'est pas ce que nous réserve demain. On peut augmenter l'effectif, on peut le réduire. Nous aurons l'opportunité avec cette crise de pouvoir rebâtir des choses différentes dans lesquelles on sera très attentif à l'empreinte carbone. L'obstacle principal pour les solutions à faible empreinte CO2 pour l'instant, c'est pas le fait que nous ne sachions pas les faire, c'est que nos clients ne souhaitent pas les acheter. Et finalement, cette crise devrait nous permettre, par les plans de relance qui vont être faits, de passer un cap
et d'aller vers une empreinte carbone beaucoup plus basse. Et on va vraiment franchir, à mon avis, un gap important sur ces sujets-là. Et si cette épidémie offrait une opportunité, celle de se réinventer, celle aussi de redécouvrir les fondations qui font la force d'une entreprise. Il y a un impact sur l'activité, le chiffre d'affaires, les résultats. C'est pas mortel, il y a un impact. Bon. Mais on le surmontera, je ne suis pas inquiet pour ça. Maintenant, ce que l'on doit faire, c'est de se dire, il faut qu'on tire les leçons, qu'on progresse, qu'on soit meilleur. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à former et à intégrer des jeunes collaborateurs, parce que c'est l'avenir. On a besoin d'eux. Et que même s'il y a des crises, il faut quand même continuer à embaucher des jeunes pour les former, leur faire participer à notre aventure et à nos valeurs. Et puis préparer l'avenir, c'est-à-dire aussi imaginer le pire. Et vous savez, Francis Bouygues avait une formule que j'aime beaucoup et que je répète souvent. Il disait « Il faut être pessimiste dans la réflexion et optimiste dans l'action ». Eh bien, je crois que c'est exactement ce qu'on doit faire.